je m'appelle Anne, je suis animatrice technique du réseau 3AR, qui est l'association régionale des achats publics responsables de Nouvelle-Aquitaine. Et je suis aujourd'hui avec Camille, je vais se présenter rapidement. Bonjour à tous et à toutes. Camille, je suis référente territoriale chez ODIS, le cluster construction aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, dans le cadre de nos actions santé, environnement, petite enfance et achat public qu'on déploie dans le cadre d'un financement Agence régionale de santé depuis plusieurs années, on fait un focus aujourd'hui sur les achats de travaux et maîtrise d'œuvre. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'un cycle de webinaires qui est sur tout le mois de mars, tous les mercredis matins. Tous les webinaires sont enregistrés, les replays seront à votre disposition. Et donc, on a déjà parlé de politique générale achat. On a fait un focus qualité de l'air à l'intérieur la semaine dernière avec Grise. Et aujourd'hui, on parle achat de travaux, maîtrise d'œuvre. Et la semaine prochaine, on parlera achat de nettoyage et d'hygiène avec Anne Lafourcade. Donc, l'idée, c'est vous proposer, on propose chaque année des cycles de webinaires comme ça. Donc, l'idée, c'est de vous mettre à jour sur les sujets santé-environnement et comment ça s'applique sur les achats publics. Est-ce qu'il y a des actualités réglementaires? Est-ce qu'il y a des nouveaux outils? Ça, c'est l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter une nouvelle démarche en fait qui est portée par l'ADEME au niveau national, qui s'appelle Écrin et déployée en région Nouvelle-Aquitaine par ODIS. Bénéficier de retours d'expérience, identifier vos interlocuteurs en région sur ces sujets-là. Et c'est donc une action qui est ouverte à tous et gratuite parce qu'on a un soutien financier de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, je vais rapidement vous représenter un guide qui est sorti en février 2020, qui s'appelle Reco Crèche 2, sur le bâtiment et construction et rénovation de crèches. Comme il est sorti en février 2020, il est un peu passé sous certains radars, donc on relance, on essaie régulièrement de relancer une communication autour de cet outil. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Camille qui nous présentera le cluster ODIS, les actions dédiées en matière de qualité de l'air intérieur portées par vous réseau et puis vos membres. Et puis on fera un gros focus sur la démarche Écrin qui est une nouveauté depuis quelques mois, qui est déployée depuis quelques mois en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, le guide Reco 2, vous pouvez, alors déjà, comment on le télécharge? Vous allez sur le site recocrèche.fr, vous allez dans la boîte à outils et puis vous aurez les guides et vous le recevrez dans votre boîte aux lettres ou en lien. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. C'est gratuit et ouvert à tous. Donc, il s'appelle Reco Crèche 2, bâti réno. Il est donc basé sur la construction, la rénovation de crèches, sur des fiches actions, des fiches métiers pour savoir comment agir en phase soit de construction, soit de rénovation, petits travaux de vos crèches, donc à la fois sur l'implantation, sur l'intérieur, l'extérieur, et vous avez là tous les polluants qui ont été pris en compte, ainsi que leurs sources potentielles donc, dans ce guide. Donc tout ce qui va venir avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur. Et aussi les environnements, donc on était sur la crèche, qui vont pouvoir aussi venir apporter des pollutions. Donc c'est un guide qui est en deux grandes entrées. Bon, il y a la présentation globale de l'objectif du projet, et puis on a une entrée métier et une entrée fiche pratique. Je vous les laisse afficher un petit peu à l'écran pour que vous ayez le temps de tout voir. Je vais faire un focus sur ce qu'on a réalisé nous. On est co-rédacteur sur la partie achat public et puis quelques points d'information. Mais donc, finalement, l'idée, c'est de dire que peu importe que je sois élu, architecte, parent, acheteur, je peux agir sur ces travaux-là. Et puis après, on a des fiches pratiques, donc à la fois sur l'implantation, le voisinage, les matériaux, l'approche ventilation. On est toujours sur la partie matériaux et construction, etc. On est vraiment sur la dernière enveloppe. On va aller regarder ça au niveau des achats. Donc, on a rédigé 3 fiches pratiques autour des achats publics. Une sur la maîtrise d'œuvre, une sur les marchés de travaux et une plus spécifique sur les DSP. Les fiches métiers, donc voilà, ça c'est bon. En quelques mots, l'acheteur public,
pour nous, il doit être associé dès le départ avec les services prescripteurs. L'idée, c'est de monter en compétences. Donc, monter en compétences, on fait un peu de pub sur nos réseaux d'achat public engagés, donc 3R en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on a d'autres réseaux qui sont présents autour de la table aujourd'hui sur les autres territoires français. Vous trouvez assez facilement l'information si vous allez du côté du Plan national pour des achats durables. Donc ces réseaux qui vous faciliteront vos opérations de benchmark, vos opérations, votre sourcing, qui vous répondront aussi de manière opérationnelle via, on a des dispositifs, un dispositif qui s'appelle le guichet vert, qui est une réponse de niveau 1. Donc, voilà, on a la connaissance fine de ce qu'il y a dans ces documents et les enjeux et les acteurs sur les territoires. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce dispositif. L'idée, c'est de vous former. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le Code de la commande publique, il propose énormément de leviers juridiques, techniques pour acheter responsable et intégrer ces enjeux de santé environnement dans vos marchés. Donc, voilà, vous former, participer au réseau, échanger avec vos pairs, il nous semble super important. Et l'acheteur, il a un rôle aussi, tant en phase de rédaction que d'analyse, d'anticipation du suivi d'exécution. C'est un gros sujet sur les achats de travaux et de maîtrise-œuvre. Donc, je vous les mets, voilà, c'est en résumé les outils sur l'ensemble du cycle de l'achat, les outils de la commande publique qui vous permettent de bien intégrer. C'est souvent les considérations environnementales de manière générale dans les marchés publics. Santé environnement, on va être à peu près sur cette même approche. Donc ça, c'est le rappel qu'on peut mettre en place un critère d'attribution santé environnement. Quelques éléments qui vous donnent, donc ça c'est toujours des screenshots du guide qui vous donne des éléments de méthodologie de suivi. Le fait nous on pense sur une opération réussie sur un prisme santé-environnement, c'est bien d'avoir un interlocuteur en interne expert santé-environnement qui va venir à chaque étape importante du projet. Alors soit il est interne, soit et où vous avez un AMO carrément, on a un retour d'expérience là sur l'île d'Oléron où il y avait carrément un AMO QAI santé environnement qui a permis de former aussi la personne qui a suivi le projet. D'exiger le côté traçabilité, transparence des matériaux qui vont entrer et sortir de votre projet bâtimentaire, c'est juste nécessaire. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez rédiger, écrire dans vos marchés. C'est par ici. L'outil de reporting pour être bien suivi. Et puis, on préconise aussi de dire dans vos marchés que vous allez venir contrôler de temps en temps, faire des audits aléatoires et de s'y tenir, de venir et de constater, de faire un écrit, d'avoir un écrit pour comparer les exigences techniques des CCTP et ce que vous constatez concrètement sur le chantier. Tout ça, c'est toutes ces propositions d'amélioration, c'est issu d'audits qui ont été réalisés en amont de la rédaction de ce guide RecoCrèche 2. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on fait? Les bonnes pratiques en réception de chantier. Ça, c'est les constats qu'on avait partagés issus du terrain sur la maîtrise d'œuvre. Alors, ça date un peu et le constat, c'est que ça se structure, ça se professionnalise beaucoup en fait autour des sujets, notamment de qualité de l'air intérieur. On en a parlé la semaine dernière. La réglementation en matière de QAI, elle est en train quand même de se structurer un peu plus avec plus d'exigences. De fait, les accompagnateurs, la maîtrise d'œuvre aussi est plus formée, habitués et sensibilisés. Donc, c'est des métiers qui évoluent assez vite. Sur les marchés de travaux, on a les mêmes leviers à chaque étape de la vie du marché. On vous propose dans ce guide RecoCrèche 2 des exemples de clauses. Alors, on vous dit quel matériau privilégié, quel label privilégié et quelques exemples de clauses formulées. Donc, ça, c'est l'idée d'avoir un outil pratique. On a fait des petits focus sur des lots importants comme le lot nettoyage de chantier
parce que c'est aussi des moments clés de la vie du bâtiment où on va venir impacter fortement la qualité de l'air intérieur. Donc voilà, gros point de vigilance sur le nettoyage de fin de chantier. Et sur les marchés de travaux, les constats qu'on a qui sont issus du terrain, encore une fois des audits, c'est que il faut être très vigilant sur la traçabilité des matériaux qui rentrent sur le chantier. Et il ne faut pas qu'il y ait un seul chaînon qui manque. Et on avait des retours d'expérience sur un sol souple avec un très beau CCTP qui exigeait un sol sans phtalate. Et en fait, le bordereau de livraison du matériau et le document de fin de chantier, je vais y arriver, le dossier des ouvrages exécutés, en fait, on n'avait pas le même bordereau. Donc, on ne sait pas quel matériau a été posé. C'est des retours d'expérience terrain. Donc, effectivement, il faut vraiment être là à chaque étape du projet. Donc, ça, c'est des choses qui s'écrivent aussi dans les marchés. Sur la partie concession, les exigences peuvent penser aussi aux petits travaux quand on est sur la concession si vous n'avez pas la maîtrise des aménagements intérieurs. Je vais un peu plus vite sur ce point-là pour te laisser la parole. Je vous les fais dérouler comme ça, des petits screenshots et des exemples de formulation sur l'entretien et la maintenance QAI, climatisation. Et encore une fois, on est des attentes santé environnementale dans les marchés de concession qui commencent à se voir, notamment par la réglementation QAI, ça je reviens dessus, par la réglementation EGalim avec la restauration, et par le fait que le nettoyage, les protocoles de nettoyage, notamment dans les établissements de petite enfance, ont été fortement revus. On le constate beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, avec notamment les accompagnements ARS. Et donc, de fait, ça se retraduit dans les cahiers des charges, avec des critères santé-environnement qui commencent à se voir aussi sur des marchés de concession. Voilà pour j'ai essayé de faire super vite sur la présentation du guide. Je ne sais pas si vous connaissiez ce guide, si vous aviez des questions par rapport à ce guide et si vous le connaissez. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a énormément dans le guide Recocrèche 2 de renvois vers des super ressources. Donc, c'est à plusieurs entrées, c'est à tiroir, quoi. Vous avez la substantifique moelle des bonnes pratiques et puis derrière, vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Aller plus loin en fait dans vos démarches. Du coup, Camille, je te laisse la parole. Normalement, tu as la main sur le partage d'écran et du coup, dans un premier temps, peut-être nous présenter ODIS et puis la démarche écran. Très bien. Merci beaucoup, Anne, et bonjour à tous et à toutes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, tu peux mettre. Voilà, parfait. Super. Donc Camille Appleton, je fais donc partie du cluster ODIS, qui est donc le cluster construction aménagement durable. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on fait partie du réseau bâtiment durable, donc on fait partie des centres de ressources et des clusters qui ont été choisis par les pouvoirs publics pour intervenir auprès des acteurs du bâtiment et des travaux publics, de façon à faire évoluer le secteur tout en permettant de faire émerger des solutions qui soient plus performantes, plus durables, et surtout que tout en limitant l'impact environnemental de ces constructions et de ces rénovations sur l'environnement. Voilà. Notre rôle, il est donc d'informer, de former, de créer du lien entre les acteurs et surtout de favoriser donc, les conditions d'émergence de ces opérations exemplaires. Et notre rôle, il est donc de faire changer, enfin, en tout cas d'accompagner le changement de pratique, comme l'association 3R, de donner des outils aux acteurs. Voilà. Donc, en tant que réseau pro, nous, on va s'adresser à l'ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on s'adresse à peu près 400 structures sur la Nouvelle-Aquitaine. On va s'adresser aussi bien aux porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils aient besoin de faire une rénovation, une construction ou un réaménagement.
jusqu'aux entreprises, donc aussi bien grands groupes qu'artisans, et en passant par tous les chaînons. On parlait de chaînons tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc l'enseignement, les associations, les accompagnements transverses, les assurances, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cet ancrage territorial au plus près des acteurs. Pour ces missions, on est soutenu par des partenaires clés. Donc, les soutiens financiers, c'est notamment la région Nouvelle-Aquitaine, l'ADEME et les DREAL. Et ensuite, donc, l'idée, c'est de pouvoir s'ancrer les territoires avec avoir vraiment des partenaires territoriaux, donc au niveau des métropoles et des EPCI, mais aussi au niveau justement des petites collectivités. Et c'est aussi là l'intérêt de nos actions avec tout ce réseau d'acteurs, c'est de pouvoir vraiment intervenir à différentes échelles. Et puis ensuite, donc, des acteurs filières, sur la filière des laboratoires et des approches plutôt techno et technologiques, mais aussi donc, les filières avec les matériaux et des filières émergentes, les filières professionnelles aussi. Voilà. Et après, on s'appuie sur tout notre réseau d'adhérents. On parlait d'ancrage territorial. Nous, aujourd'hui, on est organisé en 50aines, avec donc à chaque fois donc La Rochelle, Anglet, Poitiers, Limoges et Bordeaux, avec donc à chaque fois un référent territorial qui est le point d'entrée des acteurs des territoires. Donc pour ma part, moi, je suis sur la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, mais donc tous les départements sont couverts. Et puis ensuite, des acteurs plus spécifiques, donc avec des casquettes techniques, donc comme vous pouvez le voir. Notre rôle, il est d'accompagner la transition du secteur, les transitions du secteur, et en cela, on s'appuie donc sur 3 piliers: le réseau et le territoire, l'innovation et la structuration donc de la filière construction et aménagement durable. Je vais y revenir dans un instant. Et quand on parlait de transition, aujourd'hui, les transitions qu'on accompagne, ce sont celles-ci. Donc, transition environnementale, bien entendu. On va parler ressources, on va parler poids carbone, empreinte carbone du bâtiment et des réaménagements. On va parler déchets, on va parler eau, biodiversité, des pollutions, îlots de chaleur. Donc, énormément de sujets aujourd'hui qui sont malheureusement de plus en plus courants. Et en même temps, donc, des sujets qui peuvent aussi être aussi bien transverses régionaux ou nationaux, mais aussi des sujets qui peuvent être vraiment très ciblés au point de vue des territoires, donc à ne pas hésiter à nous faire remonter. On va parler énergie, donc avec notamment la performance des systèmes. On va parler énormément maintenance et efficacité aussi dans la durée. On va parler énergie renouvelable, évidemment, et aussi productivité des systèmes. Et on a aussi donc tout le volet innovation, donc notamment à travers la transition numérique et disruptive. On va parler de digitalisation du secteur notamment. Et puis un sujet qui va prendre l'ampleur parmi les thématiques, c'est vraiment tout ce qui va relever de la transition sociétale, à savoir évidemment donc la résilience et l'adaptation au changement climatique, mais vraiment aujourd'hui, comment on se refocalise finalement sur le cœur de nos sujets, c'est-à-dire l'usager, et pas simplement la technique pour construire ou rénover. Donc c'est l'usager, et donc là, on va faire émerger plutôt les sujets qui vont relever de la qualité de vie, de la qualité d'usage, des nouveaux modes d'utilisation du bâtiment, de confort et de santé, et bien évidemment donc de qualité de l'air intérieur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on suit les projets, on se rend compte que ces sujets santé et qualité de l'air intérieur, au final, évidemment, ils ont des impacts sur toutes ces transitions. On va parler matériaux, on va parler énergie, on va parler ventilation, étanchéité. Et de prendre ce prisme de la santé et de la qualité de l'air, ça a finalement une incidence hyper vertueuse sur les opérations. Pour revenir sur nos outils, donc nous, en tant que réseau d'acteurs, et puis qui s'inscrit aussi dans tout un réseau de partenaires, donc on organise des événements, on organise des groupes de travail, on a des outils qui sont les newsletters, des webinaires comme celui-ci. On essaye de vous apporter le plus de solutions en fonction des besoins. On est aussi centre de ressources, donc pour cela, on met en place des cartographies. Vous allez retrouver des cartographies sur les matériaux, des annuaires d'acteurs. On fait beaucoup de veille et on relaie les publications. Vous allez retrouver sur notre site internet toutes les données. Il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi en direct quand vous avez des sujets spécifiques. Je pense que votre référent territorial, c'est vraiment votre clé d'entrée.
Et puis, on a vraiment aussi ce rôle donc, de créer des événements pour former, informer, comme on disait tout à l'heure, vous faire réfléchir ensemble de façon à faire émerger donc, des solutions et l'exemplarité auprès de vous pour faire avancer les projets. Et puis, donc en fait, on a aussi en dernier lieu donc ce rôle sur la structuration des filières. Comment on se base sur les retours d'expérience, alors positifs et négatifs. C'était intéressant, Anne, tout à l'heure, quand tu disais aujourd'hui qu'est-ce qui manque. Ben, en fait, c'est souvent par l'erreur qu'on apprend et autant le faire avec l'erreur, en tout cas les obstacles que les autres ont déjà rencontrés pour nous permettre d'avancer plus vite. Donc voilà, donc le rôle aussi de retour d'expérience est ultra important. Et pour cela, donc, on s'appuie sur les démarches. Donc, on porte 3 démarches: bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine, BDNA, quartier durable Nouvelle-Aquitaine, QDNA, et puis donc nouvellement la démarche écrin, dont on va pouvoir parler plus tout à l'heure. Attendez, j'ai tout cassé. Non, j'ai tout cassé pour de vrai. Ah, voilà. Donc après, alors il y a certains clusters au niveau national qui ont vraiment des missions spécifiques sur la santé, la QAI. Nous, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais en revanche, on va vraiment recenser tout ce qui va être publication relative à la QAI, quel que soit votre profil, comme pour ce dont parlait Anne tout à l'heure, que vous soyez architecte, bureau d'études, usager, maître d'ouvrage ou autre, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à tous ces retours d'expérience qui sont existants, hein, qui sont déjà ouverts au public. Nous, on a juste le rôle de les recenser, de vous les mettre à disposition. Donc, il y en a déjà énormément, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et après, au niveau des... Camille, Oui, ça se trouve facilement sur votre site si on veut chercher des ressources QAI comme ça, ou comment ça fonctionne pour les... Alors aujourd'hui, là déjà, je vous transmettrai le support et vous avez déjà tous les liens sur là les plus courantes. L'idée, c'est plutôt, aujourd'hui, le site internet est quand même optimisable. Donc l'idée, c'est plutôt de peut-être nous solliciter et puis je vous enverrai les liens. Je vais faire une on page vous enverra les ressources. liens. Ouais, on a une page ressources en revanche sur le site internet dédiée à la démarche écrin, sur lequel vous pouvez retrouver aussi une certaine quantité de ces publications. Donc, je vous renverrai aussi le lien de cette page. Ceux qui étaient là la semaine dernière, le troisième en haut, là, on en a beaucoup parlé, parce Ouais, que c'est un focus QAI réglementaire. Ouais. j'imagine. Après, au niveau des acteurs, justement, vu que vous aviez abordé ce sujet la semaine dernière, évidemment, vous avez tous les acteurs institutionnels qui recherchent, qui cadrent, qui vous conseillent et qui ont fait aussi donc, des fiches et des outils. Donc, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont aussi cités ci-dessous. En fait, le message principal que j'avais envie de passer, alors pas que je vous incite vraiment à tout le temps venir me consulter, mais si, en vrai, c'est qu'en fait, au final, le sujet de la QAI aujourd'hui, il est abordé par énormément d'acteurs, parfois en sujet minoritaire, mais il a déjà le mérite d'exister dans les réflexions, que ce soit d'un point de vue réglementaire ou par conviction aussi sur l'opération. On va retrouver des collectivités qui vont mettre un focus spécifique dessus. On a des bureaux d'études ou des architectes qui sont particulièrement sensibles. Alors, j'aurais pu en mettre plein des logos, mais je pense que ça n'a pas vraiment de sens sur ça. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le message qu'on avait relevé lors de cette journée écrin qu'on avait fait en janvier, c'est qu'au final, les répercussions positives d'intégrer la QAI dans le prisme de la QAI dans une opération sont assez impressionnantes. Donc, si vous avez besoin de retour d'expérience, si vous avez besoin d'être mis en contact avec des acteurs qui se sont déjà lancés, n'hésitez pas à nous solliciter et puis on pourra vous mettre en réseau puisque c'est notre rôle principal. Alors, en revanche, donc aujourd'hui, on ne fait pas de publication spécifique liée à la QAI d'un point de vue ODIS. J'ai bloqué ma présentation. Mais aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, on porte des démarches. Donc, la démarche notamment, alors QBDNA, Quartier Bâtiment Durable Nouvelle-Aquitaine, qui est une démarche d'amélioration continue qui a été conçue par les professionnels, pour les professionnels, qui est contextualisée au territoire et qui a pour objectif de vraiment faire progresser les versions des opérations vers les meilleures versions d'elles-mêmes, tout en mettant autour de la table les acteurs de l'équipe projet.
Donc aujourd'hui, ces démarches, elles sont déjà implantées en France, donc en Nouvelle-Aquitaine surtout. Donc ce sont des démarches qui ont été développées depuis 2009 en région PACA, puisqu'on a des personnes à la région PACA, donc par BDM, donc Bâtiment Durable Méditerranée. Et en fait, c'était vraiment issu de la volonté d'acteurs de se retrouver davantage dans ces démarches, d'être plus partie prenante dans la contextualisation de leur projet et de pouvoir avoir finalement des référentiels et un accompagnement à pouvoir faire progresser les opérations. Donc finalement, ces démarches, elles ont essaimé en France. Donc la région Nouvelle-Aquitaine, on est les 4e à nous être lancés dedans depuis 2020. Et en fait, l'idée, c'est que c'est vraiment donc, des démarches qui vont aborder 7 thématiques. Donc pas uniquement un prisme, je vous le montrerai tout à l'heure, mais pas uniquement un prisme énergétique ou un prisme impact environnemental. 7 thématiques, dont aujourd'hui déjà un focus sur le confort et la santé des usagers. Voilà. Donc j'en ai déjà parlé, mais donc ces démarches, donc c'est une méthode, des outils, des professionnels qui sont là pour vous accompagner, puisque c'est basé donc sur un référentiel, mais vous avez vraiment le recours à un accompagnateur qui va venir créer du lien entre les différentes parties prenantes de l'opération et l'équipe projet. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser une montée en compétences des acteurs de votre opération, mais aussi du public, puisque en fait, le 3e volet qui rend cette démarche aussi spécifique, c'est qu'on crée des commissions publiques à 3 moments clés de votre opération, donc en phase de programmation, en phase de livraison et 2 ans après la livraison du chantier. Et en fait, ça permet vraiment d'échanger avec le public, d'échanger avec les membres de commission qui sont des experts de leur métier, et puis d'enrichir encore une fois votre opération. Voilà. Aujourd'hui, donc, parmi les thématiques qui sont abordées, donc comme je vous le disais, voilà, donc ça se base sur le référentiel, sur un accompagnement donc par un professionnel qui n'est pas ODIS, qui est vraiment un professionnel qui va avoir ce regard large sur ces 7 thématiques, et puis donc les 7 commissions. Et puis les 7 thématiques donc, que l'on aborde, ce sont celles-ci. La gestion de projet, donc savoir aujourd'hui comment on va construire ce projet. On va envisager notamment la question de chantier. On va envisager donc, des sujets très divers avec une prise de hauteur en amont sur votre opération. On va parler territoire et site. On va parler aussi de l'humain, sur comment on intègre le volet insertion, comment on travaille sur le volet social de l'opération. Et ensuite, on va retrouver des thématiques qui sont plus communes sur le volet énergétique, la gestion de l'eau et des sols. Je pense que la question est aujourd'hui plus que prégnante. On va parler ressources et matériaux. Et donc, sur la dernière thématique, on aborde le sujet du confort et de la santé à travers donc ces différents sujets. Et aujourd'hui, donc, la qualité de l'air intérieur, elle a 16 moyens qui sont déjà existants dans le référentiel. Alors, il faut savoir que le référentiel, c'est là où en général vous allez avoir peur, mais n'ayez pas peur, c'est 300 critères. Donc, 300 critères qui, normalement, le maître d'ouvrage ne les voit pas, puisque c'est le rôle de l'accompagnateur de surtout aborder les thématiques sans avoir à vous montrer ce référentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 16 moyens qui sont déjà existants sur la démarche BD. Vous avez aussi des moyens qui sont existants en démarche quartier durable. Alors forcément, la qualité de l'air intérieur est abordée, mais moins évidemment sur une notion quartier, qui va plutôt se focaliser sur le volet extérieur et les nuisances. Voilà. Et aujourd'hui, on a aussi une contextualisation de la démarche qui va aujourd'hui s'adresser à des opérations relatives au domaine de la santé, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, on était plutôt sur du logement, du tertiaire, de l'industriel. Voilà. N'hésitez pas à me couper. Et en fait, je vous présentais ces démarches parce qu'aujourd'hui, oui. Du coup, par rapport à ça, bon, nous, on a un prisme petite enfance reco crèche. Voilà, c'est le projet qu'on suit. Du coup, il y a des crèches qui sont dans ce référentiel, qui sont labellisées BDNA. Alors, des crèches, je ne sais pas. Je vais vérifier. Je sais qu'il y a des écoles maternelles. Des écoles, ok. Oui, il y a des écoles maternelles. Je vais vérifier pour les crèches. Je vous redis ça. Ça peut être intéressant de voir comment l'AQAI du coup est pris en charge dans ces complètement. Okay. Sachant qu'aujourd'hui, sur les projets, on a quand même une assez bonne répartition entre des projets publics pour lesquels on va retrouver justement notamment des établissements scolaires,
Et puis après, donc du privé, où on va avoir aussi du logement, du tertiaire. Donc voilà, aujourd'hui, c'est assez bien réparti. Je vais me renseigner pour les crèches. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui, le sujet de la qualité de l'air, on l'aborde via ces deux démarches. Et depuis, en fait, donc cette année, on lance la démarche écrin. Donc la démarche écrin, ça veut dire engagement à construire, alors j'ai envie de rajouter et rénover, responsable pour un air intérieur sain. C'est une démarche qui a été développée par l'ADEME et qui a donc missionné ses membres du réseau bâtiment durable, donc ces clusters et centres de ressources, pour être des ambassadeurs sur les territoires régionaux. Hop. Voilà, donc la phrase clé de la démarche, c'est vraiment placer la santé au cœur de l'acte de construire et de rénover. La démarche écrin, c'est une démarche de qualité, donc au même titre que la démarche BDNA ou QDNA, et d'amélioration continue. C'est aussi un label qui va vraiment venir reconnaître le niveau d'ambition qui sera placé donc, sur une opération. On reste sur la même approche que les démarches BD et QD, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'emmener les personnes qui travaillent sur une opération, d'en faire une démarche collective, de façon à les sensibiliser à ce sujet de la QAI, qui en fait comme pour le guide Réco-Crèche, on s'en rend bien compte, qui va finalement impacter toutes les étapes du projet et qui doit être pris très en amont jusqu'à la phase de livraison ou de programmation de sensibilisation des usagers à l'usage après de l'espace, parce qu'un espace pour lequel on aura traité au mieux la QAI, mais finalement qui ne sera pas ventilé correctement, qui ne sera pas nettoyé avec des produits corrects, dans lequel on va mettre des bougies tout le temps ou dans lequel on fume tout le temps, mais en fait, il n'y a plus du tout d'intérêt. Voilà. Et puis, c'est vraiment une démarche globale qui va permettre donc, de couvrir toutes les étapes d'une opération. Comme pour une démarche BD, on s'appuie sur un accompagnateur. Cet accompagnateur, je l'ai mis après, mais cet accompagnateur, il peut être unique sur l'ensemble de la mission, donc il va vous accompagner justement depuis la définition des ambitions, la rédaction de la programmation jusqu'à la livraison du chantier. Il peut aussi s'agir de 2 personnes, c'est-à-dire qu'au sein de vos équipes justement de maîtrise d'ouvrage, vous pouvez avoir des personnes qui vont programmer dans les marchés le fait d'intégrer ces sujets de la QAI, de s'inscrire en démarche, etc. Et à partir du moment où on va partir en phase de rédaction des marchés et de chantier, là, de donner la main à un accompagnateur terrain qui va pouvoir aller vraiment vérifier toutes les modalités de mise en œuvre, la conformité des étiquetages, la prise de mesure, etc. Et là, donc, je sais que vous faites de la formation de formateurs, puisque nos intervenantes QAI sont en formation actuellement. Exactement. C'est pour ça qu'elles sont pas là aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on trouve justement ces accompagnateurs qui sont formés? Est-ce que vous avez formé donc à la fois des entreprises qui vont pouvoir être prestataires, mais aussi est-ce que vous formez des personnes en interne pour des grosses maîtrises d'ouvrage publiques, par exemple, ou moins grosses d'ailleurs? Exactement. Alors aujourd'hui, il y a différents types de profils. Donc effectivement, on lance hier et aujourd'hui, donc se tiennent la première session de formation des accompagnateurs. Donc aujourd'hui, on avait un accompagnateur sur la région Nouvelle-Aquitaine. Demain, on en aura 15. Donc ça, c'est chouette. Et parmi les participants, justement, on retrouve, c'est assez intéressant, on retrouve déjà des personnes qui sont accompagnateurs de démarche BD, parce que finalement, ils se retrouvent dans la façon de faire. On retrouve des personnes qui sont spécialistes de la QAI ou qui travaillent en bureau d'études. On retrouve des accompagnateurs plutôt transverses sur un rôle plutôt de conseil. Et puis, l'idée, c'est justement de former des personnes en interne parmi les maîtrises d'ouvrage qui pourront faire, alors, en tout cas, cette partie amont de la programmation et de la rédaction justement des marchés. Et après, en fonction de leur profil, si c'est aussi des services plus techniques, par exemple dans les maîtrises d'ouvrage, qui peuvent tout à fait avoir cette casquette technique qui peut accompagner sur l'ensemble de l'opération. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Ouais, merci. Je vois plus personne, alors voilà. Ok, donc la démarche, c'est donc une méthode de management qui permet donc de faire en sorte que le sujet de la QAI soit traité sur l'ensemble de la démarche. L'idée, c'est vraiment de limiter au maximum donc les sources de pollution sur une opération et puis de pérenniser donc la qualité intérieure de l'air intérieur dans les opérations.
L'idée, c'est qu'on se base à la fois sur donc ce socle de connaissances qui va être mobilisable dans les démarches de qualité comme BD, QD, et aussi donc une valorisation scientifique et technique des programmes donc issus des recherches soutenues par l'ADEME. Donc l'idée, c'est vraiment important de rappeler que c'est une démarche qui est développée par l'ADEME et qui a été déployée donc au niveau national. Et puis l'idée, c'est que c'est assez intéressant, au même titre que les démarches BD et QD, c'est vraiment un très bon moyen d'allier l'aspect réglementaire, législatif des opérations et le côté opérationnel des pratiques de terrain. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment le sujet. C'est vraiment, on est dans le concret. Encore une fois, c'est à destination des professionnels. Et puis l'idée, c'est de faire monter en considération, en tout cas, l'impact de ce sujet. Voilà, bon, je l'ai mis. Donc, l'objectif, c'est les besoins, c'est améliorer la qualité des projets, c'est renforcer les compétences des professionnels et c'est objectiver donc ce niveau d'ambition de façon à atteindre donc un niveau de reconnaissance. L'idée, c'est que donc on se fixe un niveau d'ambition et que la démarche, alors contrairement aux démarches BD et QD qui viennent valider donc le niveau d'ambition 2 ans après la livraison du chantier, cette fois-ci, nous, on s'arrête à la réception et au premier hiver. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, on n'est pas en mesure de maîtriser l'usage d'une opération. Donc, l'idée, c'est qu'on s'arrête à partir de la première période de chauffe, la période où on aura donc d'une part mobilisé les équipements de chauffage et de ventilation à leur optimum en situation où les fenêtres sont fermées. Donc, ça permettra de tout valider en fonction des prises de mesure. Voilà. Simplement pour préciser, cette démarche, elle couvre aussi bien les opérations de construction que de rénovation. Aujourd'hui, elles s'adaptent, enfin, elles sont applicables dans l'habitat et dans le tertiaire. En fait, elles s'appliquent dans de nombreux cas. Il y a juste certains cas dans lesquels on ne peut pas le faire. C'est notamment les chambres, les salles d'opération, par exemple, qui ont des conditions très spécifiques relatives justement à la désinfection, etc. Et elle va donc s'adapter donc aux différents types de pollution de l'air. Je vais y revenir tout à l'heure. Oui, alors du coup, voilà, vous devriez être, si vous avez assisté à donc au webinaire de la semaine dernière, vous devriez être au taquet sur les données de la qualité de l'air intérieur. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réglementation. Elle va s'appliquer à certains types d'établissements recevant du public. Aujourd'hui, la réglementation, elle a le mérite d'exister. Elle est pas très ambitieuse. Elle est pas contraignante. Et du coup, l'idée, c'est que donc non seulement elle permet de s'adapter, la démarche s'adresse évidemment aux acteurs qui sont soumis à cette réglementation, mais pas que, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une préoccupation croissante sur cet enjeu de la qualité de l'air intérieur et des acteurs qui aujourd'hui ne sont pas réglementairement contraints de le faire ont quand même une envie de s'y mettre. Donc aujourd'hui, bon, alors 100%, c'est facile. Alors, si mes données arrivent, c'est aujourd'hui 100% de notre temps, il faut qu'on respire. Donc, c'est quand même crucial de se poser les questions sur la qualité de l'air que l'on va respirer. On passe 85% de notre temps dans des espaces confinés, qu'il s'agisse de notre voiture, de notre habitation, de notre lieu de travail. Les enfants, c'est presque 95% du temps. Et je pense que du coup, la semaine dernière, vous avez aussi abordé le sujet, mais les 3 premières années sont juste cruciales, justement, concernant donc, ces enfants. Donc, c'est notamment un sujet hyper important sur les établissements de petite enfance. Aujourd'hui, on a noté que l'air intérieur, il est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est souvent largement sous-estimé. Et en fait, les répercussions sur la santé sont assez impressionnantes. Alors, j'ai mis juste le chiffre des allergiques en France. On a 30%, presque une personne sur 3 en France qui est allergique. Et là où c'est complètement bluffant, c'est qu'aujourd'hui, on a multiplié le nombre d'allergiques en 20 ans. Alors, tout n'est pas lié à la qualité de l'air intérieur, mais en tout cas, c'est quand même assez probant. Et après, un facteur qui était plus socio-économique, c'est aujourd'hui, donc il y a eu une étude qui a été faite en 2014, donc en plus, je pense que ça a largement évolué, sur l'évaluation du coût de l'impact socio-économique de la qualité de l'air intérieur en France, qui a été évalué à 19 milliards d'euros par an. Donc ça permettait de prendre en compte les impacts sur justement la dégradation des qualités des conditions de vie, le nombre de décès et puis donc le coût réellement donc des pouvoirs publics pour
par rapport à la santé. Et voilà. Donc, c'est juste énorme, enjeu qui prend de l'ampleur. Je pense que ça n'est plus à prouver. Vous avez peut-être vu déjà ce schéma, donc l'idée c'est de passer rapidement, mais en fait aujourd'hui la démarche elle va s'adresser donc aux sources de pollution intérieure. Sur ce schéma, on observe donc un comparatif donc sur les polluants qui sont présents donc à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on voit très bien que les concentrations de polluants en air extérieur, en air intérieur, elles sont complètement décuplées. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, on se rend compte qu'il y a des polluants qui sont présents à l'intérieur, qui ne sont pas présents à l'extérieur. Ce qui veut dire que, bien évidemment, il va falloir prendre en compte ces sources de pollution extérieure, mais il y a quand même des actions à faire sur des matériaux, des équipements, des usages qui sont à l'intérieur de nos espaces confinés. Les sources de pollution de l'air intérieur. Si je suis trop redondante, il ne faut pas hésiter à me le dire par rapport à la semaine parce dernière. Le prisme la semaine dernière était très, très réglementaire. Et Ok. finalement, ouais, sur les Super. polluants, ouais, tu peux y aller. Ok, chic. Donc, les sources de pollution de l'air intérieur, et donc celles qui seront prises en compte dans la démarche écrin, c'est tout d'abord la surface l'échange avec l'air extérieur, toutes les pollutions atmosphériques, toutes les pollutions liées aux particules fines, etc. Au sol aussi, hein, on a des pollutions donc, qui sont liées notamment à la présence de radon, qui est un gaz radioactif qui est présent naturellement dans les sols en concentration plus ou moins importante, et du coup avec une préoccupation à avoir plus ou moins importante. Nouvelle-Aquitaine, il y a certains territoires qui sont concernés par le risque radon. Ouais. Tout à fait. Donc ça, il y a des cartes de radon. Ensuite, il y a la pollution qui va être liée à tout ce qui va être produits et équipements de la maison, donc notamment tout ce qui va être lié au système de chauffage et de ventilation. Tout ce qui va être aussi lié au mobilier et aux matériaux qui seront mis en place dans une maison, en tout cas dans un bâtiment. Et ensuite aussi tout ce qui va être lié au comportement des usagers. Donc finalement, les sources de pollution intérieure, elles sont multiples. Aujourd'hui, les polluants intérieurs, il y a différentes typologies aussi. Donc on va retrouver les polluants chimiques. Donc on va parler des COV, dont on entend beaucoup parler, donc les composés organiques volatiles. Et ensuite, donc des phtalates, dont on parlait tout à l'heure, etc. On va trouver les biocontaminants. Donc ça va être tout ce qui va être... Donc les pollutions chimiques, c'est ce qu'on va retrouver du coup dans le choix des matériaux. Donc d'un point de vue des achats, publics, c'est là où ça va être intéressant pour vous d'avoir cette notion de qu'est-ce que vous prescrivez. Ensuite, les biocontaminants, ça va être surtout ce qui va être relatif à la moisissure. Et là, on va parler des conditions de stockage sur un chantier, de la condition de mise en œuvre, de la manière, de l'efficacité du système de ventilation, d'étanchéité à l'air. Donc là, tout ce qui va être plutôt en phase chantier qui sera à observer. Et puis ensuite, tout ce qui va être pollution physique. Donc là, c'est tout ce qui va être lié justement aux particules fines et ultra fines. Donc il faut savoir, alors je ne vous ai pas sorti tous les schémas techniques, mais donc il y a différentes tailles de particules et de polluants. Donc certaines qui sont arrêtées au niveau des parois nasales, d'autres qui vont descendre plutôt dans les poumons. Et en fait, une fois que ça arrive dans les poumons, il faut savoir que les particules très fines, elles sont en contact direct avec notre sang. Et du coup, c'est là où elles rentrent dans l'organisme et qu'on a donc des désordres un peu plus préoccupants. Donc, c'est important de prendre en compte ces différents niveaux de pollution. Bon, je pense que ça n'est plus à prouver. Donc, la qualité de l'air intérieur est un enjeu majeur. Il y a différentes sources pour y remédier. Et les conséquences sanitaires, elles sont larges. Elles vont des maux de tête, de la gêne olfactive à des problèmes beaucoup plus lourds et sur le long terme, donc des maladies cardiovasculaires, tous les sujets sur les perturbateurs endocriniens, des cancers. Je crois que c'était justement Enfin bref, j'ai des chiffres horribles, donc je ne vous en parlerai pas. Mais voilà, donc en tout cas, les sujets sur la santé sont croissants, en tout cas, et extrêmement larges. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour prendre en compte ces sujets. Donc la première qu'on avait vue, source de pollution extérieure qui va venir à l'intérieur de l'habitation, donc réduire le transfert des pollutions extérieures.
limiter les sources de pollution. Alors, limiter les sources de pollution intérieure, donc les limiter et surtout faire en sorte qu'elles puissent être extraites aussi, hein, puisqu'il y a donc tout un système de, finalement, on est dans une boîte, quand c'est trop étanche, ça devient complètement dangereux. Assurer un renouvellement d'air adapté justement pour permettre les flux entre l'air vicié et apporter de l'air propre. Et puis, inciter aux bonnes pratiques parce que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, d'avoir un endroit qui a été travaillé avec des bonnes pratiques de la QAI, mais finalement qui n'a pas les bons usages, finalement reviendrait à perdre tous les bienfaits de cette opération. Voilà. Donc la démarche écrin, l'intérêt, c'est que donc elle va s'adapter au contexte du projet. Est-ce que vous êtes situé en zone urbaine ou en zone extrêmement rurale? Est-ce qu'on va plutôt avoir de la pollution atmosphérique ou plutôt un sujet relatif aux matériaux ou à la présence d'industrie juste à côté? La nature de l'opération, est-ce qu'on est dans du neuf, de la rénovation? Est-ce que c'est complet, partiel? L'ambition du maître d'ouvrage, donc qui sera fixée en amont avec son accompagnateur et l'ambassadeur, de se dire aujourd'hui, au final, on n'est pas du tout concerné, on est en pleine zone rurale, on n'a pas du tout de pollution atmosphérique liée aux particules fines des véhicules, donc on ne va pas prendre le volet atmosphérique, mais par contre, on va décider de mettre le paquet sur le sujet des matériaux et de la ventilation, par exemple. Et puis après, l'idée, On c'est n'est pas dans les vignes, par exemple. Ouais, alors voilà. Parce que l'attention aussi, ouais. Il y a différents sujets, effectivement. Et puis après, qui est-ce qu'on implique dans l'équipe projet, sachant que vu qu'on va partir sur toutes les étapes, c'est important de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau de la programmation jusqu'aux peintres, aux personnes qui vont venir faire la maintenance, etc. Donc la méthode, elle va s'appliquer, donc vous voyez les 4 missions. Mission 1, donc sur la gestion des pollutions atmosphériques. Sur les 2, la pollution des sols. Ça, ce sont des missions qui sont facultatives et qui vont être définies en amont avec l'accompagnateur et l'ambassadeur auprès de la maîtrise d'ouvrage. Au final, si aujourd'hui, on considère que votre projet n'est pas soumis particulièrement à des sujets de pollution atmosphérique, eh bien, on squeeze cette mission et on passe directement aux autres missions. Les missions qui sont obligatoires, ce sont la 3 qui est relative donc, à la pollution par les matériaux, du coup, qui vont beaucoup impacter les marchés. Et puis la pollution par les systèmes également, donc les systèmes, donc, notamment chauffage, ventilation, etc. Et puis après, ce qu'on va retrouver sont les exigences méthodologiques, donc pour s'assurer justement que l'approche au traitement de ce sujet, elle est globale et que, donc là, pour ça, on a un tableau de bord qui est utilisé par l'accompagnateur pour vous servir de lien et de suivi. Au niveau des phases du projet, comme je vous le disais, donc on commence dès la phase diagnostic, donc en amont de la programmation des marchés, hein, c'est-à-dire qu'on va étudier avec la maîtrise d'ouvrage les spécificités du terrain, on va définir donc l'ambition, est-ce qu'on fait toutes les missions, est-ce qu'on n'en fait que 2, est-ce qu'on a envie d'être très haut sur tel ou tel sujet. Et en fait, là, ça va être important sur les marchés, c'est de se dire que dès la phase programmation, vous allez passer les contrats de prestations intellectuelles. Donc, de dire, on intègre cette démarche écrin, on va spécifier dès les marchés quelles sont nos ambitions et comment on a envie de les mettre en place. On va retrouver donc ces ambitions au moment de la passation des marchés de travaux. Et ensuite, aussi au niveau du moment de la passation des contrats de maintenance et d'exploitation, sachant qu'entre-temps, donc l'idée, c'est de continuer à sensibiliser toutes les parties prenantes sur l'opération. Ça, c'est le rôle de l'accompagnateur avec la maîtrise d'ouvrage. Pour faire un focus plus spécifique sur vraiment les passations de marché pour vous, l'idée, c'est que donc, au niveau de la définition de l'ambition, déjà, ça va être dans vos choix d'équipe. Après, l'idée, c'est qu'eux, ils vont pouvoir d'ores et déjà réfléchir si on est sur une construction ou sur une modification du bâti. Alors, comme on va pouvoir réfléchir aujourd'hui avec du bioclimatisme, là, l'idée, c'est vraiment d'intégrer cette préoccupation sur la QAI très en amont et de se dire finalement comment vont être réalisées, si on fait une cour d'école, qu'on est sur une zone hyper polluée parce qu'on est juste par la pollution des véhicules, comment on va l'orienter, comment on va orienter les ouvrants, comment on va positionner les bouches d'entrée d'air, etc. Ça, c'est des choses que souvent on définit assez tard et au final là qui vont finalement prendre beaucoup d'importance. Les sources végétales aussi, hein, quand on parle de plantation, mais en fait aujourd'hui on prend vraiment en compte le potentiel allergisant de ces sources.
Après, au niveau des contrats, l'idée, c'est de bien évidemment réfléchir aux matériaux de construction, alors notamment ceux qui vont avoir une interface avec justement les usagers après, et de spécifier aussi toutes les conditions de mise en œuvre, de stockage, et puis la modalité sur les prises de mesure, vérifier que les temps seront bien respectés sur justement les délais d'aération avant la prise de mesure, etc. Là où il y aura un gros sujet, ça va être au niveau de la prescription des matériaux, en prenant bien en compte l'étiquetage et les produits qui seront présents, donc notamment sur les revêtements de murs, les revêtements de sol, tout ce qui est relatif au plafond, aux cloisons faux plafond, à l'isolation, tout ce qui va être menuiserie, et ensuite tout ce qui va être à base de bois, puisqu'en fait aujourd'hui, il y a quand même, alors le bois est un matériau naturel, etc., mais il produit aussi donc un polluant qui s'appelle les formaldéhydes. Et les formaldéhydes, c'est tout ce qui est naturellement présent dans les bois, mais qui en fait est surtout très présent dans tout ce qui est colle et vernis. Et en fait, voilà, donc c'est très important de pouvoir avoir une notion sur ça. Et après, donc au niveau de la réception et le nettoyage de fin de chantier dont on parlait, de la maintenance, et de savoir de quelle manière sensibiliser les usagers à ce sujet de la qualité de l'air. Passe vite. L'idée, c'est que la démarche écrin, c'est 80 indicateurs, des indicateurs qui sont incontournables, et puis des indicateurs qu'on appelle les essentiels, qui sont facultatifs et qui vont justement dépendre de l'ambition que vous vous fixez avec l'accompagnateur, et qui vont vous permettre donc d'atteindre des niveaux de reconnaissance. Cette ambition, elle est validée par des campagnes de mesure, puisque vous vous êtes objectivé en amont. Donc, c'est des campagnes qui viennent en parallèle et complémenter aussi si vous êtes soumis à la réglementation à la QAI. Il y a certaines d'entre elles qui sont déjà prévues dans la réglementation. Là, l'idée, c'est d'aller plus loin, d'aller observer plus de polluants. Voilà. Donc, on fait une première prise de mesure à réception du chantier et une seconde prise de mesure pendant le premier hiver. On est en France, on aime bien les médailles, mais c'est aussi, on aime bien se dire qu'on a atteint les moyens de nos ambitions. Donc aujourd'hui, on a 3 niveaux de reconnaissance sur cette démarche. 70% qui est le niveau bronze, qui permet de dire que donc, il faut avoir atteint à minima 70% de ses ambitions. 80% donc, qui atteint le niveau argent, et 90% qui nous permet d'obtenir l'or. Voilà. Et simplement pour vous donner un petit peu une vision sur aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. Donc, il faut savoir que la démarche écrin, elle s'appelle écrin depuis pas très longtemps, mais en fait, au préalable, elle s'appelait Manager. Donc, ça fait à peu près 10 ans que ça a été développé par l'ADEME et ses partenaires. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est une démarche qui a été testée sur à peu près 50 000 mètres carrés de projets. Donc, on en a plusieurs en Nouvelle-Aquitaine. Le dernier projet qui a été inscrit en démarche écrin, c'est l'école Lavoisier à Villeneuve-les-Salines à La Rochelle, pour lequel il y a des vidéos si vous souhaitez. Oui, j'ai oublié de vous montrer les vidéos, mais je vous enverrai les liens. Voilà. Voilà, et simplement aussi pour vous remontrer, donc cette démarche écrin, elle est portée par tous les clusters et centres de ressources du plan bâtiment durable. Donc, elle a vraiment vocation à se déployer massivement sur le territoire. Voilà. Et puis, simplement pour finir, aujourd'hui, concrètement, quels sont les interlocuteurs de la démarche et comment on rentre en démarche? Donc, vous avez donc cette démarche qui est donc créée par l'ADEME, qui est propriétaire de la marque écrin. Vous avez des coordinateurs de la démarche, donc c'est notamment donc Medieco, Ville et Aménagement Durable, et BDM, Bâtiment Durable Méditerranée. Et ensuite, donc au niveau régional, vous avez 2 acteurs qui seront vos interlocuteurs. Donc nous, ODIS, qui sommes l'ambassadeur de la démarche, donc qui avons vocation à la faire rayonner, à la faire connaître, et surtout à en exploiter les résultats, puisque c'est ce partage d'expérience entre maîtrise d'ouvrage et acteurs qui va aussi permettre d'enrichir les opérations. Et puis, votre accompagnateur écrin, qui peut donc être soit intégré donc, à vos équipes de maîtrise d'ouvrage sur la phase amont jusqu'au chantier, soit la même personne sur toute la phase de votre opération, qui est donc, et là pour laquelle nous aurons à partir de la semaine prochaine une liste de personnes à votre disposition pour avancer et vous accompagner dans les démarches. Voilà. C'est tout. Super, super. Donc, on peut aller voir tout ça sur le site ODIS.
Ouais, Il y je a vous carrément enverrai une les liens. adresse mail écrin@odis.fr. Exactement. Ok, super. Timing parfait, Camille. Est-ce qu'il y a des questions sur la démarche et sur le référentiel? Non, a priori, tout est clair. Du coup, moi, j'ai une question. Le compte des 300 points là, du référentiel. Non, ça, c'était BDNA, mais je ne sais pas combien il y a de questions dans le Oui. référentiel écrin. C'est accessible facilement. On peut voir un peu le niveau d'exigence, les questions qui sont posées. Alors, comme c'est tout nouveau, on n'est pas encore calé là-dessus. En fait, sur les grandes thématiques, oui, ça, on peut en parler. Après, l'idée, c'est que c'est quand même un outil qui est assez. Le principe de la démarche, de la formation, c'est vraiment de faire en sorte que les accompagnateurs s'approprient cet outil qui est quand même assez rédhibitoire, je pense. Donc, l'idée, c'est Complet, complet. voilà, il est complet. Voilà, il est complet. Mais bien sûr que les thématiques qui sont abordées, elles seront. D'ailleurs, c'est vrai que je pourrais faire une page plus explicative sur les différentes thématiques. Donc, j'en ai, mais je voulais pas non plus rentrer trop dans les détails. Mais je vais préparer ça sur notre site. Je vous ai mis le lien de la page ODIS sur laquelle vous allez retrouver une partie des ressources et puis que je vais continuer à alimenter justement avec ces données sur écran.